Les enfants youtubeurs font-ils du travail déguisé? La montée en puissance des youtubeurs s'est faite sur de nombreux segments. Vulgarisation scientifique, finance, jeux vidéo, beauté, sport, les enfants ne sont pas en reste, qu'ils soient filmés en famille ou tout seuls. Déballage de cadeaux. Défis. Sorties au McDo, sous des aspects de journal de bord familial. Des chaînes YouTube tenues et alimentées par des parents et leurs enfants, parfois âgés de seulement 4 ans, fonctionnent comme de véritables petites entreprises. Elles génèrent des revenus, notamment grâce à des partenariats publicitaires. Leurs vidéos, qui cumulent des milliers de vues, ont alarmé l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, Open. Selon les informations du Monde, l'association a saisi le Conseil national de la protection de l'enfance, CNPE, un organe consultatif présidé par Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Exploitation des enfants. Surexposition de leur vie privée. Starification pouvant poser des problèmes d'équilibre émotionnel. Exemple extrême. Un couple de youtubeurs a perdu la garde de ses enfants l'année dernière pour cause d'humiliation de leur progéniture dans leurs vidéos. L'association estime que, dans certains cas, les vidéos réalisées par des enfants dans le cadre de chaînes YouTube familiales ne sont pas uniquement une activité de loisir, mais également un travail à ce jour non encadré. Pour l'Open, les jeunes vidéastes devraient en conséquence être mieux protégés par la loi. Ce n'est pas du travail dissimulé, parce qu'on ne pense pas que les parents aient l'intention de cacher un travail, mais du travail illicite, la juge Mademoiselle Christine Aubag, l'avocate de l'Open. L'Observatoire a également adressé un courrier aux procureurs de Lyon et de Bobigny, mercredi 23 mai, dont Le Monde a pris connaissance. Les parquets n'ont, pour le moment, pas accusé réception de ces dénonciations, mais si la justice décide d'y donner suite, cela pourrait donner lieu à l'ouverture d'une enquête inédite en France. Une absence de régulation. Bien que l'association ne vise aucune chaîne en particulier, elle pourrait amener les ministères à se pencher sur les plus populaires. Inspirés par des chaînes anglophones. Swan The Voice Neo et Swan, Studio Bubble Tea, Demo Jouet, Elise Magic World, ou encore Mademoiselle Sabina ont été créés entre 2014 et 2016 et comptent entre 128 000 et 2,6 millions d'abonnés. Certaines cumulent 2 milliards de vues sur l'ensemble de leurs vidéos. On trouve sur ces chaînes principalement des tests et des déballages unboxing de jouets mais aussi des vlogs, contractions de vidéos et blogs. Ces pastilles vidéo, qui s'adressent aux enfants, sont essentiellement regardées par les moins de 8 ans, une trentaine de vidéos par mois. Le rythme serré de publication des vidéos interpelle aussi l'association. Certaines chaînes publient jusqu'à une trentaine de vidéos par mois. Ces pastilles vidéo font en moyenne 15 minutes, une durée qui ne comprend pas, considère Marion Hazard, psychologue et membre de l'Open, les scènes coupées ou refaites plusieurs fois. Cela signifie qu'on est bien dans de la contrainte, estime-t-elle. Un loisir classique pour un enfant va prendre au maximum 3 ou 4 heures par semaine. Ces chaînes familiales génèrent des revenus. Ainsi, la plupart d'entre elles recourent au système publicitaire fourni par YouTube, pour avoir la possibilité d'insérer un maximum de publicité. Certaines chaînes, à l'instar de Mademoiselle Sabina, allongent artificiellement le montage en le concluant par une musique sur une image fixe, allant jusqu'à 7 publicités par pastille, sous forme de bannières éphémères en bas de l'écran. Sollicitée, la plateforme détenue par Google n'a pas souhaité s'exprimer. Outre les publicités, il est possible pour les vidéastes de nouer des partenariats avec des marques afin de gagner de l'argent. Parfois, les entreprises se contentent d'offrir aux créateurs des avantages en nature. C'est le cas de marques comme Bandai, Disney ou Hasbro, ou encore du parc d'attractions Walibi, qui explique offrir régulièrement des entrées à des vidéastes. Ils ne sont pas rémunérés pour parler du parc, renseigne l'entreprise. Nous procédons avec eux exactement de la même manière que nous invitons parfois des blogueurs ou des journalistes. Les partenariats timidement signalés. Les firmes peuvent également donner une somme d'argent aux youtubeurs afin qu'ils évoquent leurs produits. On parle alors de sponsoring. Mais l'essentiel de la stratégie auprès des youtubeurs repose sur l'envoi d'échantillons, spontanément ou à la demande de chaînes. Détaille Alexandre Alonso, responsable marketing de Splash Toys, jouets LOL. Surprise. Si YouTube entre, désormais, dans notre budget de stratégie numérique, on n'exerce pas spécialement de droit de regard sur les vidéos. Il ne faut pas oublier que la télé reste le premier média de communication dans le marché du jouet, souhaite rappeler Monsieur Alonso.
Dans certaines pastilles ou chaînes, ces pratiques sont parfois mentionnées dans la légende de la vidéo. Une façon de se mettre au minimum en conformité avec le code de la consommation, qui exige que ces partenariats doivent être indiqués aux internautes dans le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur. Or, il n'est pas certain que l'ensemble des jeunes spectateurs distinguent la publicité et le placement de produits du simple test de jouets. Entreprises et dépôts de marque. Les chaînes n'ont pas, pour l'instant, souhaité réagir auprès du monde face aux dénonciations non nominatives de l'Open. De même, elles restent discrètes sur leurs revenus. En 2016, Demo Jouet, presque 900 000 abonnés, assurés à 20 minutes touchés environ 5 000 € par mois grâce à la publicité sur YouTube. À l'extrême. Certains exemples, les Américains montrent que ces chaînes peuvent générer plusieurs millions d'euros de revenus. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.